Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 3 théories incroyables sur Gojo Satoru. Rien de plus à dire, on commence directement avec la première théorie. Dans cette théorie, je vais expliquer le rêve de Gojo qui pourrait être réalisé dans l'arc final du manga, qu'il soit vivant ou non. Pour ce faire, je vais devoir vous montrer les ressemblances entre Gojo et la carte du magicien Otaro et analyser ce que cela pourrait signifier. Je vais aussi parler de l'impact primordial que les autres personnages auront sur la réalisation de ce rêve. Celui-ci est de renverser les hauts placés du système Jujutsu avec l'aide de ses alliés qui sont les élèves de l'école d'exorcisme. Il possède ce rêve depuis très longtemps mais ne pouvait pas le réaliser avant car il ne suffit pas de tuer les anciens pour le faire puisqu'ils seront remplacés et rien ne changera. Il faut plutôt éliminer et remplacer tous les hauts placés du système qui sont donc les dirigeants des deux écoles d'exorcisme et ceux des différentes familles implantées. Cela demande un grand effectif de personnes fortes et c'est pour cette raison que Gojo a décidé de devenir un professeur. Il veut forger une génération d'exorcistes avec des valeurs et une force qui leur permettra de changer l'exorcisme en lui-même. Et en plus de virer les anciens corrompus, la réalisation de ce rêve permettrait de donner une meilleure sécurité au monde. C'est logique, imaginez qu'il y ait au moins 5 personnes aussi fortes que Gojo. Les fléaux et autres menaces seraient principalement balayés. Ce rêve semble d'ailleurs beaucoup plus réaliste que celui de Geto qui était de tuer tous les non-exorcistes et celui de Yuki qui était d'éradiquer l'énergie occulte. Le nom de Satoru est un dérivé de Satori, l'éveil bouddhiste. Le personnage de Gojo est donc un bodhisattva, cela veut dire qu'il a atteint l'illumination et qu'il cherche à la partager avec les autres. Passons maintenant au symbolisme qui lie Gojo à la carte du tarot, le magicien, aussi appelé le battleur. Regardez ce dessin officiel de Gojo où il est représenté avec une auréole infinie. Cela fait référence à son pouvoir mais aussi à la carte du magicien comme on peut le voir sur cette image. Chaque carte de tarot a deux significations, une lorsqu'elle est à l'endroit et une lorsqu'elle est à l'envers. Voici la signification de cette carte lorsqu'elle est à l'endroit. Debout, le magicien peut représenter soit une personne, soit des possibilités. En tant que personne, il est généralement perçu comme quelqu'un de très charismatique. S'il ne s'agit pas d'une personne, le magicien est une carte de possibilités. Il s'agit d'avoir les outils disponibles pour faire quelque chose que l'on veut ou dont on a besoin. Le magicien vous apporte les outils, les ressources et l'énergie dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Sérieusement, tout ce dont vous avez besoin en ce moment est à portée de main. Vous avez les ressources spirituelles, physiques, mentales et émotionnelles pour manifester vos désirs. C'est le moment idéal pour aller de l'avant avec une idée que vous avez récemment conçue. La graine du potentiel a germé et vous êtes appelé à passer à l'action et à concrétiser votre intention. Les compétences, les connaissances et les capacités que vous avez acquises au cours de votre vie vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui et que vous ne le sachiez ou non, vous êtes prêt à transformer vos idées en réalité. On peut directement voir la ressemblance avec Gojo par le fait qu'il soit le plus fort. La carte incite donc à réaliser son rêve car il y a de grandes chances pour que cela se passe bien. Mais parlons maintenant du sens de la carte lorsqu'elle est à l'envers parce que ça change carrément tout. D'une certaine manière, le magicien renversé montre que vous explorez ce que vous souhaitez manifester, mais que vous ne passez pas encore à l'action. Vous ne savez pas si vous avez tout ce qu'il vous faut et vous ne savez peut-être pas comment le réaliser. Si vous vous occupez de ce que vous avez l'intention de manifester, le destin s'en occupera. Restez à l'écoute de votre intuition et prêtez attention aux opportunités qui se présentent. Ce sont de véritables miettes de pain qui vous rapprochent de votre objectif. Si vous êtes déjà en train d'agir pour atteindre votre objectif, le magicien renversé peut être un signe que vous avez du mal à voir le progrès ou le succès. Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Vous avez peut-être une idée, mais vous ne savez pas quelle action entreprendre pour la concrétiser. Vous n'avez peut-être pas une idée claire du résultat que vous voulez obtenir, de sorte que vos efforts sont mal orientés ou non ciblés. Vous avez peut-être perdu le contact avec votre raison d'agir ou celle-ci n'était pas assez convaincante, et vous manquez maintenant de motivation pour atteindre votre objectif. Ou peut-être que votre objectif final n'est pas aligné avec le bien le plus élevé et que le destin vous envoie un grand signe pour arrêter et revenir en arrière. Dans le pire des cas, le magicien inversé est synonyme d'avidité, de manipulation et de tromperie. Il se peut que vous utilisiez votre énergie à mauvais escient ou qu'il y ait quelqu'un de trompeur dans votre vie qui essaye de vous manipuler. Cette carte signifie aussi l'échec de la réalisation du rêve ou l'impossibilité de faire sans aide. Voilà, je vous ai donné tout ce qui est principalement dit sur la carte du magicien dans les deux sens. Selon moi, les deux sont liés au personnage, on peut le voir lors de son combat contre Toji, au moment où il réussit à utiliser le sort d'inversion, oui, d'inversion, il est lui-même comme par hasard à l'envers. Je pense que sur le moment, la référence au magicien inversé voulait accentuer son arrogance et son avidité, que l'on peut aussi voir par le fait qu'il ait cité Bouddha par sa fameuse phrase « Sur la terre comme au ciel, je suis le seul qui puisse être vénéré ». Pour rester sur ce moment, regardez la position de ses mains. Et oui, c'est exactement la même que celle sur la carte du magicien. Et notons que lorsqu'il l'a fait, il est à l'endroit. Voyons maintenant la signification de cette pose en particulier. Le magicien pointe sa baguette vers le ciel tandis que son autre main pointe vers la terre. Ce geste signifie qu'il capte l'énergie de l'univers et qu'elle le traverse pour se manifester dans le monde, dans le quotidien. Et c'est principalement pour cela que je
pense que Gojo ne deviendra pas méchant et qu'il réussira à réaliser son rêve. Lorsqu'il représente exactement la carte du magicien, il est à l'endroit. Après, il y a aussi des moments où il est à l'envers. Je pense que cela veut dire qu'il aura du mal à réaliser son rêve et que l'aide de ses alliés sera nécessaire. Il est même possible qu'il meure ou bien qu'il soit dans l'incapacité d'utiliser ses pouvoirs, mais quoi qu'il arrive, cet héritage qu'il a construit sera là pour le soutenir et l'aider à assouvir son idéal. Voici mon avis, mais je vous avoue qu'il est un peu biaisé car Gojo est mon personnage préféré de tout New Gen confondu et l'un de mes personnages préférés tout court. Je pourrais vous faire une analyse totale de pourquoi j'adore ce personnage, mais vaut mieux pas que je le fasse maintenant sinon la vidéo durera 3 heures. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur l'impact que le symbolisme du magicien aura dans l'histoire. Va-t-il devenir méchant? Va-t-il échouer? À vous de me le dire. En attendant, il est temps de parler des fameux alliés puissants de Gojo. Car oui, il faut plusieurs personnes pour remplacer les hauts placés. Un pour chaque école d'exorcisme et un pour chacune des grandes familles. Pour le clan Gojo, c'est très simple, Satoru est déjà à sa tête. Pour le clan Zenin, pas de problème non plus, Megumi en est devenu le chef après le scellement de Gojo. Et même si Gojo n'est plus scellé, il n'y a plus personne pour bloquer Megumi après le nettoyage de Maki. Je vois donc bien les deux personnages à la tête du clan en collaboration. Pour le clan Kamo, c'est plus dur. Actuellement, le chef de celui-ci est Kenjaku et il faudra donc le battre pour le remplacer. Dans le cas où cela arrive, il y a 3 possibilités. Noritoshi, Shozo et Yuji. Les 3 resteraient quand même bénéfiques au rêve de Gojo. Ensuite, pour les remplaçants des proviseurs des écoles d'exorcisme, je vois bien Yuta et Akari car ce sont tout simplement les plus forts. Tous seraient donc d'accord avec le plan de Gojo. Akari a été viré pour avoir tapé un haut placé de l'école, pas besoin de vous faire un schéma. Maki était connue dans la famille Zenin comme inapte parce qu'elle ne se pliait pas aux règles sexistes et anti-faibles du clan. En plus, lorsque l'on voit ce qu'elle a fait, on peut assurer qu'elle serait ravie de faire partie du plan de Gojo. Megumi, lui, souhaite contribuer à la protection des personnes considérées comme bonnes. Et enfin, Yuji et Yuta devaient être exécutés par les hauts placés si Gojo n'était pas là. D'ailleurs, Yuta et Gojo sont les descendants de Sugawara no Michizane qui a existé dans la vraie vie. Et c'était un homme qui a été emprisonné et qui est mort de faim après avoir été accusé à tort d'organiser un coup d'état. Je vous laisse interpréter ça comme vous le voulez, passons à la prochaine théorie. Dans cette théorie, je vais vous parler de ce qui pourrait être l'origine des pouvoirs de Gojo et comment cela pourrait influer sur la suite du manga. Pour analyser l'origine de ces pouvoirs, il faut d'abord comprendre plusieurs choses. Le 6e œil est un don rare apparaissant chez certains membres du clan Gojo. Il est essentiel à l'utilisation du pouvoir de l'infini à son plein potentiel, mais l'infini n'est lui pas essentiel à l'utilisation du 6e œil. Contrairement à l'infini, il n'est dit nulle part dans le manga que le 6e œil est une technique héritée du clan Gojo, malgré le fait que les deux soient généralement mentionnés en même temps. Cela veut sûrement dire que le 6e œil n'est pas hérité, mais que ça soit vrai ou faux, ça ne va pas avoir une grande influence sur la théorie. Ça reste juste important de le savoir. Regardez maintenant cette page où Tengen dit que le 6e œil, le plasma stellaire et lui sont connectés par le destin. Et donc ce n'est pas parce que l'infini combiné au 6e œil donne le sorcier le plus fort possible que le 6e œil ne peut pas être porté par un sorcier avec n'importe quelle autre technique. C'est l'infini qui dépend grandement du 6e œil et non l'inverse. Et malgré le fait que le 6e œil puisse exister sans l'infini, tous les utilisateurs du 6e œil que l'on a connus jusqu'à maintenant avaient aussi le pouvoir de l'infini. Comment ça se fait? On sait que 2 personnes autres que Gojo ont eu le 6e œil et que le plus récent des deux a vécu à peu près 400 ans avant la naissance de Sato. On sait aussi que les fusions de Tengen se sont faites en 1006, en 1506 et en 2006. Il y avait donc forcément un utilisateur du 6e œil lors de ces dernières fusions, et c'était donc le cas en 1006 lors de la première fusion de Tengen puisqu'il est lié au 6e œil par le destin. Mais dans ce cas-là, comment se fait-il que Sukuna ait réussi à rester invaincu si un tel sorcier existait à l'époque d'Eian? Eh bien, Satoru lui-même n'a pas toujours été à son apogée. De plus, il est possible que Tengen ait ordonné à l'utilisateur du 6e œil de ne pas se battre pendant que la fusion approchait, ou peut-être même que le 6e œil était un enfant ou un vieux à ce moment. Eian est l'âge d'or du Jujutsu. Quel peut bien être le lien entre le 6e œil et l'âge d'or de l'exorcisme? Lors de l'âge d'or d'exorcisme, 3 grandes familles ont émergé. Le clan Zenin, le clan Kamo et le clan Gojo. Et si le clan Gojo avait hérité du 6e œil depuis toujours, il n'aurait pas été exact de dire que le clan Gojo a émergé. Il serait plus juste de dire qu'ils étaient déjà une famille importante tandis que les 2 autres familles les ont rattrapés. Parce que, étant donné la puissance du 6e œil combinée à l'infini, je doute qu'il y ait quelque chose de plus important que cela pour pousser le clan Gojo à s'imposer. D'après la façon dont c'est formulé, c'est comme si le clan Gojo avait fait un bond en même temps que les 2 autres familles pendant l'ère Heian. La première fusion de Tengen et la naissance de l'utilisateur du 6e œil coïncident parfaitement avec l'ère Heian. Par conséquent, la montée en puissance du clan Gojo a probablement quelque chose à voir avec le 6e œil. Nous savons que l'infini est très peu utile sans le 6e œil, mais absurdement fort avec. Un changement radical, c'est exactement ce que l'on pourrait décrire par le mot émerger. L'infini a toujours été une technique héritée du clan Gojo, et le 6e œil, lui, était soit une technique de cette famille qui apparaissait très peu souvent, soit carrément une technique qui n'appartenait pas forcément au clan Gojo. La naissance d'un exorciste ayant à la fois le 6e œil et l'infini était donc un hasard qui a permis l'émergence de cette famille grâce à la puissance inexorable de cette combinaison. Mais comment ça se fait que ce combo ait été préservé après l'époque Heian? C'est très simple, le clan Gojo a fait un serment avec Tengen.
Je m'explique. Déjà, le serment serait de faire en sorte qu'un utilisateur du sixième œil et de l'infini naisse toujours à l'approche de la fusion entre Tengen et le plasma stellaire. Ça serait bénéfique pour les deux camps puisque cela crée tous les 500 ans un exorciste avec le potentiel d'être le plus fort du monde dans le clan Gojo. Et pour Tengen, ça lui fait quelqu'un d'extrêmement puissant pour s'occuper de sa fusion avec le plasma stellaire en toute sécurité. Maintenant les inconvénients puisque chaque serment doit avoir une contrepartie. Il serait possible que le clan Gojo puisse uniquement avoir une descendance avec le sort hérité de l'infini. Cela serait donc peu utile vu la moindre puissance de l'infini sans le sixième œil et le clan serait donc réduit à être médiocre pendant 400 ans avant d'être sur le toit du monde. Ça expliquerait pourquoi on ne connaît personne d'autre que Satoru dans le clan, les autres ne sont pas forts. Et donc le fameux destin qui lie Tengen, le plasma stellaire et le sixième œil serait en réalité un serment. Et d'ailleurs lorsque Tengen parle de Toji qui a brisé ce destin, on peut y voir les mêmes chaînes que celles des serments. Toji était d'ailleurs le seul à pouvoir briser le serment puisqu'il n'avait pas d'énergie occulte. Il était donc une anomalie dans le destin, ce qui a fait que son intervention l'a changé. Il se peut que ce soit pour ça que les actes de Toji aient changé l'entièreté des événements du manga, il a touché au destin. Bref, voilà pour la théorie, mais maintenant qu'est-ce que cela pourrait changer? Eh bien, en sachant que le plasma stellaire est déjà mort, si le sixième œil disparaît, il est possible qu'un utilisateur du sixième œil et de l'infini naisse de pair avec un nouveau plasma stellaire. Pour aller plus loin, étant donné que le destin est un serment, il est même possible que celui-ci soit déjà né car le destin prévoit une perte du sixième œil à Gojo. En sachant que deux utilisateurs du sixième œil ne peuvent pas coexister et que la technique d'un exorciste se révèle entre 4 et 6 ans, il est possible que le futur porteur du sixième œil soit déjà un enfant. Cela voudrait dire que Tengen pourrait à nouveau faire sa fusion et ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle au vu des personnes avec lesquelles il traîne actuellement. Mais bref, passons à la dernière théorie qui aborde la perte du sixième œil de Gojo comme par hasard. Dans cette théorie, on va analyser la scène du scellement de Gojo Satoru et cela nous permettra de mieux connaître ce personnage si faible malgré qu'il soit le plus fort. On verra en quoi cette faiblesse le mènera dans le meilleur des cas à la perte de son œil gauche et dans le pire des cas à sa mort. Gojo Satoru, le plus fort, est toujours évoqué dans le manga avec une puissance associée, qu'elle soit physique ou mentale. Mais si je vous disais que mentalement, cette puissance était en fait une illusion symbolisée par le bandeau qui cache la moitié de sa tête. Gojo a une crise existentielle. Selon lui, selon les autres, il n'est rien de plus que le plus fort et sans cela, c'est un inconnu. Commençons par voir pourquoi c'est un inconnu au niveau des autres. Dans le tome 0, ses propres élèves ne le reconnaissent pas sans son bandeau et lorsque la question « Qui est Gojo Satoru pour vous ?» est posée, la réponse globale et majoritaire est « C'est le plus fort ». L'auteur lui-même dit sur un ton moqueur que Satoru n'a pas de personnalité. En réalité, en disant ça, il fait comprendre ironiquement que c'est ce que Gojo pense de lui-même et ça le hante. La preuve est ce bandeau qu'il met et qui lui permet de voir le monde qu'à travers des flux d'aura. Par cela, il s'empêche de voir les autres et il empêche les autres de le voir. Il se bloque dans cette cage du plus fort dont les émotions ne doivent pas être vues. Ensuite, lorsqu'il enlève ce masque et qu'il fait face à l'œil de la lisière du supplice, il se voit dans une sorte de miroir. Ce qu'il n'a sûrement pas l'habitude de faire vu son bandeau. À ce moment-là, il voit le corps du plus fort mais sans la tête. On voit à travers ses yeux et c'est lui-même qui se voit sans tête. C'est lui-même qui se résume simplement au plus fort, celui qui n'a pas le droit d'avoir de personnalité, celui qui doit paraître le plus fort. Après s'être vu, il essaye de fuir, de s'évader de ce fardeau d'être uniquement le plus fort, mais il se fait rattraper. Il n'y arrive pas. Mais qui est réellement Satoru Gojo? C'est un homme sensible qui fait paraître l'insensible de lui. Cette sensibilité se fait principalement repérer par sa faiblesse, ses yeux. Oui, ses yeux sont sa force et sa faiblesse. Il prouve sa force lorsqu'ils sont cachés et prouve sa faiblesse lorsqu'ils ne le sont pas. Ses yeux sont en partie sa faiblesse parce qu'ils sont sa force. Gojo souffre mentalement de son pouvoir qui l'isole de tout le monde. Et c'est la force de ses yeux qui le sépare du reste des exorcistes et du reste des humains. Continuons, lorsqu'il enlève son bandeau à Shibuya, il voit de ses propres yeux des gens mourir et ça l'affecte beaucoup. Regardez la différence entre le moment où il repère les morts avec son masque et le moment où il les voit de ses propres yeux. Je vous parle autant de ses yeux et de son pouvoir car je pense qu'il est voué à le perdre. Une libération mentale mais une perte de la force qui faisait à ses yeux et à ceux d'autres personnages tout ce qu'il était. Est-il le plus fort parce que c'est Satoru Gojo ou est-il Satoru Gojo parce que c'est le plus fort? La perte d'au moins son œil gauche lui permettra de répondre à cette question qui l'a tant perturbé. Mais maintenant c'est à moi de répondre. Pourquoi je suis persuadé que Gojo perdra au minimum son œil gauche? Laissez-moi vous expliquer. Déjà, regardez cette page où Gojo dit que la faiblesse d'Anami sont les racines qui lui servent Dieu et il les arrache juste après. Il y a aussi un zoom sur les yeux de Gojo au moment où Jogo se demande quelle est sa faiblesse. Ensuite, il y a de grandes chances pour que dans Jujutsu Kaisen, l'œil gauche soit synonyme de force. L'exemple principal est que Gojo lui-même est trop souvent représenté avec l'œil gauche en avant. Après, lors du power-up de Maki à la mort de Mai et lorsqu'elle détruit le clan Zenin, elle perd son œil droit et il ne lui reste plus que son œil gauche, sa force. La mort de Nanami a suivi la perte de son œil gauche et Nobara, dont on ne connaît pas l'état actuel, a perdu son œil gauche. Il y a plein d'autres exemples de cela dans le manga mais tous les données seraient trop longues.
long. Si vous êtes encore dubitatif vis-à-vis de cela, vous pouvez essayer de chercher comment c'est montré à travers les combats de l'œuvre, mais retournons sur Gojo. Pourquoi perdrait-il son œil gauche et donc sa force? Regardez ce dessin soi-disant humoristique de l'auteur. Gojo n'y a qu'un œil. On peut aussi voir sur cette image de l'anime que Gojo semble aveugle à gauche, et sur celle-ci, on peut voir une fissure encore une fois au niveau de son œil gauche. Cela ne vous suffit pas, regardez ça. Nanami a eu du sang juste en dessous de son œil gauche avant de le perdre, pareil pour Nobara. Et même l'œil de la lisière du supplice, miroir de Gojo, pleure le sang avant de se désintégrer. Regardez maintenant Gojo. Oui, son visage est intact, sauf son œil gauche où l'on retrouve une tache de sang. Vous allez me dire que ce n'est pas grave puisqu'il lui suffira d'utiliser le sort d'inversion pour soigner son œil, mais non. Il est impossible de soigner son corps en même temps que son sort. Le sort de Gojo étant inclus dans son œil, il lui sera impossible de le soigner. C'est comme si tout avait été conçu pour que Gojo perde son œil. Mais bref, je suis obligé de l'aborder, mais il y a aussi une possibilité pour que Gojo meure. Regardez cette image où l'on voit une lueur à l'œil droit de Gojo, comme par hasard. Et maintenant, observez bien cette image. J'ose espérer que c'est une coïncidence, mais si Gojo obtient une cicatrice en haut à gauche de sa tête, préparez-vous. Sukuna a d'ailleurs dit que Gojo allait être la première personne qu'il allait tuer après qu'il ait retrouvé sa liberté, et ils sont actuellement en combat à mort. Laissez-moi vous donner mon avis. Je suis dans le déni, je pense que Gojo perdra son œil et la majorité de sa technique dans les chapitres à venir, mais qu'il ne mourra pas. Je ne sais pas comment le sauver, mais il ne doit pas mourir. Je veux le voir avoir une autre discussion avec Kenjaku, je veux le voir réaliser son rêve, et même si je sais que grâce à son héritage, ce rêve peut se réaliser même après sa mort, je préfère le voir survivre. Il y a encore tant de choses pouvant compléter ce personnage déjà incroyable, ne serait-ce que la réponse à la question de Geto, où sa réaction est celle des autres face au fait de ne plus être le plus fort, mais uniquement Gojo Satoru après la perte de son œil. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à lui et son personnage s'il meurt, dites-moi si cela vous intéresserait. Bon, je ne voulais pas dire ça parce que je suis dans le déni, mais il y a encore d'autres arguments qui accentuent les chances de la mort de Gojo. En réalité, les personnes ayant eu du sang en dessous de l'œil gauche uniquement sont morts. Nanami, Nobara, Toji, Geto, Ryu et donc possiblement Gojo. Megumi aussi a eu cette trace de sang à plusieurs reprises, voilà donc ce qui arrivera dans les prochains chapitres selon moi. Gojo va se battre contre Sukuna jusqu'à perdre son œil et son pouvoir, et alors qu'il sera aux portes de la mort, Megumi reprendra le contrôle de son corps pour le sauver. Cela permettrait de faire le parallèle avec la mort de Yuji et ça ferait aussi écho à cette scène. Pour finir, si Megumi meurt de cette façon, déjà cela permettra de faire référence à la carte du magicien puisque Gojo aura gagné d'une manière qui n'est pas alignée avec le bien le plus élevé. Mais cela permettrait aussi à Megumi de survivre par une technique inversée ou par un serment avec Sukuna à l'image de Yuji. Gege Akutami a dit dans une interview à propos des 4 personnages principaux que soit 3 d'entre eux finiront morts, soit un seul d'entre eux le sera. Que Megumi finisse par mourir ou non par le sauvetage de Gojo, les deux options restent possibles. Il est aussi possible que Megumi sauve Gojo de la mort en utilisant son domaine. Je sais que vous ne comprenez rien, mais je réserve ça pour une prochaine vidéo si j'ai le temps. N'oubliez juste pas que vous avez entendu cette option ici en premier. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas rater ça, et je vous conseille aussi de vous abonner à mon Twitter car j'y poste les leaks avec mon opinion et l'influence de mes théories dessus dès leur sortie aux alentours de 7 h du matin les mercredis. Mais bref, je ne vais pas plus m'éterniser, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi me donner la théorie que vous avez préférée dans les commentaires, likez la vidéo si vous l'avez aimée, la partager avec des personnes susceptibles de l'aimer aussi, ainsi que vous abonner et activer la cloche si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Salut à tous!